Passionné de foot depuis son plus jeune âge, il a 16 ans quand Sir Bobby Robson, alors directeur du FC Porto et habitant dans le même immeuble que lui, le prend sous son aile. Poussé par son mentor, il obtient sa licence A à 19 ans. En effet, à peine majeur, il est suffisamment qualifié pour entraîner une équipe professionnelle de football. Peu commun, me direz-vous, mais ce n'est que le début. Directeur technique de l'équipe nationale des îles Vierges britanniques, puis adjoint de José Mourinho à la tête de l'équipe première du FC Porto, qu'il suivra ensuite à Chelsea, puis à l'Inter, toujours en tant qu'adjoint, il se lance de ses propres ailes en 2009 quand il reprend l'Académica de Coimbra, club de première division portugaise. En mauvaise posture, il parvient à renverser la vapeur et le club se maintiendra finalement en assurant une solide 11e place. Il rejoint le club de son cœur l'été suivant, le FC Porto, alors plutôt mal en point et en fin de cycle suite à l'éviction de Jesualdo Ferreira. Invaincu en championnat dès sa première saison, deuxième fois de l'histoire, il redresse donc la barre et ne s'arrête pas là puisqu'il décrochera également une Coupe du Portugal et surtout la Ligue Europa face aux voisins du Nord, Braga. Il devient alors le plus jeune manager de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe, alors âgé de 33 ans. Après un passage plus que mitigé à la tête de Chelsea, qui aura duré moins d'un an à cause de résultats pas à la hauteur des attentes, il rebondit quelques mois après à Tottenham où il signera une superbe 5e position en championnat, enregistrant le record de points du club dans cette compétition. Malheureusement, sa deuxième saison au club ne sera pas aussi bonne et se ponctuera par des défaites 6-0 et 5-0 face à City et Liverpool respectivement. Il rejoint le Zénith à l'été 2014 où il obtiendra un titre de champion et une Coupe de Russie. Club qu'il quittera pour raisons personnelles avant de rejoindre le Shanghai SIPG en novembre 2016, qu'il quittera un an après avec des résultats peu flamboyants. Il prend alors ses distances avec le football pour quelques temps et devient pilote de rallye. Aucun rapport, effectivement. Son majeur fait d'armes, le Dakar 2018, se terminera à la 4e étape au Pérou suite à un accident. Ce mardi 28 mai 2019, le technicien portugais au parcours quelque peu atypique revient sur le devant de la scène européenne après avoir paraphé un contrat de 2 ans à l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le premier épisode de Golasso Plus, une émission hors série et spontanée, et vous l'aurez compris, nous parlons d'André Villas-Boas. Aujourd'hui, nous tenterons donc de vous présenter au mieux qui est réellement AVB, et pour cela, qui de mieux que Louis, Philippe et Rémi, nos 3 chroniqueurs affiliés au FC Porto, pour accompagner notre présentateur, Alex. Donc pour m'accompagner ce soir, nous avons pour la toute première fois Rémi. Comment tu vas, Rémi? Ça va, nickel, et toi? Ça va d'être avec vous ce soir. Ça va, merci. Nous avons aussi donc Philippe. Comment tu vas depuis hier soir? Salut Alex, très content de notre première hier soir et content d'être encore là présent. Et nous avons donc Louis. Comment tu vas aussi toi depuis hier soir? Ça va très bien, je suis ravi d'être là et en plus ravi de partager AVB qui va nous rappeler plein de bons souvenirs concernant notre club à moi et à Rémi et à Philippe. Pardon. Du coup, je commence par Philippe. Toi qui as suivi André Villas-Boas depuis tant d'années, est-ce que tu peux nous en parler avec plus de détails de cet entraîneur qui est assez méconnu en France tout de même? Villas-Boas, c'est des bons souvenirs comme Luc disait. C'est sûrement l'entraîneur qui m'a procuré le plus d'émotions au FC Porto avec José Mourinho, même si j'étais un peu plus petit. Toujours, il a fait une saison extraordinaire chez nous. Il a été adjoint de José Mourinho. Il a commencé avec Bobby Robson au début. C'était son voisin. Ouais, c'était son voisin. Et il a commencé comme analyste de données. Il a commencé très jeune. À 18 ans, il a passé ses premiers diplômes d'entraîneur. Puis il est revenu au FC Porto en tant que dans le staff de Mourinho, qui devient champion d'Europe. Puis il l'a suivi à l'Inter, puis à Chelsea. Et il a pris son envol, il a passé tous ses diplômes et il est devenu entraîneur principal de Coimbra, où il fait une saison un peu moyenne. Il finit 11e. Non, je crois qu'il finit 7e. Je crois qu'il finit 7e au cours de sa première année. Non, à Coimbra, je crois qu'il finit 11e avec une demi-finale de Coupe de la Ligue. Il est éliminé par Porto. Puis il rejoint le FC Porto, qui sort d'une fin de cycle avec Gesualdo. C'est 6 ans, je crois, Gesualdo au club. Voilà, il reprend une équipe qui finit 3e du championnat à Braga, qui finit sur une victoire en Coupe du Portugal, mais c'est une fin de cycle. Et donc il arrive. Il y a déjà des cadres, hein. Hulk et Falcao sont déjà là. Il recrute Rames, qu'on connaît bien, que nos amis français connaissent très bien aussi, passé par Monaco. Excuse-moi de te couper, j'ai une petite question. Quand il arrive au FC Porto, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un peu un jeune entraîneur sans expérience? C'est un entraîneur très jeune. Il arrive à FC Porto avec 32 ans. Oui, les socios ne sont pas tous emballés. La pré-saison ne se passe pas très très bien. Il y a un tournoi à Paris où il perd contre Bordeaux et le PSG au Parc des Princes, à 2 semaines de la Super Coupe contre Benfica, le rival. Les supporters commencent à se poser des questions, puis la saison commence et le FC Porto gagne ce premier match
2-0 contre le rival et c'est le début d'une très grande saison. Et ouais. Puis après, il quitte le FC Porto, Chelsea fait sauter sa clause de 15 millions. On rappelle quand même qu'il est donc plus jeune entraîneur à avoir remporté l'Europa League. Oui, il fait sa saison. Oui, on va rappeler, il fait sa saison, il gagne tout ce qu'il a gagné. Bon, il gagne pas la Coupe de la Ligue. Il gagne la Ligue Europa avec un parcours extraordinaire, avec une équipe extraordinaire, Falcao, Hulk, des beaux souvenirs. Ouais. Puis il s'envole à Chelsea, saison compliquée, il reste jusqu'au mois de mars, jusqu'au 8e, je crois qu'il s'est viré après le match aller contre Naples en 8e de finale. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut rebondir sur un truc, Philippe? Sur son Ouais. passage à Chelsea, il y a un petit truc, parce que moi je trouve que les gens ils ont été toujours un petit peu durs avec lui sur son passage à Chelsea. Parce qu'après c'est Di Matteo qui lui a repris le vestiaire. Pour moi, il lui a mis entre guillemets la savonnette sous les pieds pour qu'il puisse glisser. Et il gagne la Ligue des Champions après Di Matteo. Et c'est avec le même plan que Villas-Boas. Hein. Louis, j'entends ce que tu dis, mais en fait les supporters ont été durs du fait que il a été présenté comme le nouveau Mourinho, Voilà, en même mieux. voilà, Ouais, c'est ça. Il a été, Il quand même le président de Chelsea a pété sa clause 15 millions d'euros. Enfin, et en gros, les mecs, les supporters de Chelsea, ils attendaient Villas-Boas. Voilà, il y avait peut-être trop d'attentes. C'est ça, il y avait beaucoup trop d'attentes en fait. Le special tout et tout. Voilà. Ouais, exactement. Et il arrive et il dit moi je suis le happy one, mais il essaye d'enlever cette pression. Mais on leur a vendu Villas-Boas comme le nouveau Mourinho, parce qu'il a le même parcours, il suit le même parcours. Ouais. Donc voilà, peut-être trop de pression, mais il arrive avec une très grosse pression sur les épaules. Et oui, mais après Luigi peut-être a sûrement raison. Il a laissé des bases à Di Matteo. Hein. C'est pas la victoire de Di Matteo. Il a sûrement, Bien sûr. c'est sûr, il a laissé des bases à Chelsea. Et Après, tout est une question d'adaptation aussi. C'est ça, c'est en fait, je crois, il a trouvé. connu la première ligue qui est l'un des meilleurs championnats au monde. Tout est question d'adaptation ici. Donc, malheureusement, il n'a pas eu le temps nécessaire pour. Oui, après on lui a pas vraiment laissé le temps, mais Ouais, exactement, pour approfondir ce qu'il voulait faire. C'est normal, là, surtout Chelsea, dans cette époque-là, et même toujours, hein, encore maintenant, mais un peu moins. À l'époque, fallait que ça aille vite. Oui, c'est Abramovich, de toute façon, à la tête de Chelsea. il en a vu des Je entraîneurs. pense qu'il en avait conscience, il en avait pleinement conscience quand il a signé à Chelsea que c'était Abramovich le patron et que les résultats devaient s'obtenir à court terme et non pas à long terme, mais qu'il n'allait pas aller avoir un temps énorme pour montrer ce qu'il pouvait faire. Ouais. Puis après il y a il se fait licencier, mais il retourne en première ligue directement la saison d'après. Il reprend Tottenham. Première bonne saison, il finit 5e de première ligue. Il bat le record de points de Tottenham en première ligue, 72, si mes souvenirs sont bons. Mais la saison d'après, il se fait licencier après, je crois, une double défaite, 6-0, 5-0 contre Liverpool et City. Et après, il s'est exilé, il est parti en Russie, au Zénith, la saison d'après. Première saison, il retrouve des joueurs qu'il a connus à Porto, comme Hulk, des joueurs qu'il a rencontrés à Benfica aussi, qu'il a croisés à Benfica, Witsel. Il gagne le championnat et la coupe la première année. Je crois que la deuxième année, il reste en blanc. Et puis, il tente l'aventure asiatique. Il finit deuxième du championnat où il retrouve encore Hulk. Et après, il avait fait tout autre chose. Il a fini par faire le Paris-Dakar, ce qui est complètement différent. Et là, il revient à Marseille. Ça fait plaisir de le revoir. On espère qu'il aura beaucoup de réussite à le. Ok, donc Rémi, j'ai une question pour toi. Quel est le système préférentiel donc, d'André Villas-Boas et dans quelle façon cet entraîneur joue? Est-ce que c'est un entraîneur qui préfère la possession? Est-ce que c'est un entraîneur qui préfère jouer plus dans la verticalité? Est-ce que tu peux nous en parler plus, s'il te plaît? Déjà, je pense qu'avant toute chose, faut recontextualiser. Il arrive à l'OM. Je pense que c'est un projet où les dirigeants de l'OM, ils ont pas mal réfléchi, ils lui ont transmis leur confiance et ils lui offrent des conditions nécessaires pour qu'il puisse bien travailler. Donc, comme il l'avait dit souvent quand il était dans sa période où il ne travaillait pas, où il n'était pas coach, pour reprendre un autre club, il voulait avant tout que le club
ait confiance en lui et surtout confiance en sa philosophie de jeu et ne regarde pas forcément les pourcentages de victoires, etc. Donc, je pense que dans ce sens-là, l'OM lui fait pleinement confiance et lui a assuré des conditions pour réaliser son travail. Après, est-ce qu'il réussira dans le contexte marseillais? Ça, c'est une toute autre question parce que, comme je l'ai dit précédemment quand Philippe parlait d'AVB, à Porto, il avait cet avantage que, il l'a répété maintes et maintes fois, même à la télé portugaise, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était un entraîneur supporter de l'équipe qu'il entraînait. Du coup, l'environnement où il travaillait, il était beaucoup plus propice à son épanouissement professionnel. Il connaissait le contexte, la pression des supporters, tout ce qui est masse associative et tout à Porto. Il savait, il connaissait toutes les personnes du club, etc. Donc c'était clairement différent et on l'a vu après à Chelsea qu'il y a eu un problème d'adaptation. Après, en ce qui concerne sa tactique et sa philosophie de jeu, ce que je peux en dire, je me base sous le prisme de sa saison à Porto, hein, parce que après, j'en ai des vagues souvenirs en Angleterre, mais j'en ai pas tant que ça. C'est une philosophie qui prime sur le groupe de joueurs qui l'entraîne. Je dis ça dans le sens où il ne va pas s'adapter aux joueurs en tant que tel, par exemple, comme l'a fait Lage à Benfica, en implémentant un 4-4-2 du fait des joueurs qu'il avait, alors qu'il jouait en 4-3-3 en équipe B. Mais voilà, donc à contrario, AVB, il va faire différemment, il va exploiter les capacités de ses joueurs, mais dans le but qu'elle coïncide avec cette philosophie-là. Et donc, en termes de dynamique de jeu, c'est un adepte du 4-3-3. C'est plus un football de transition qu'un football de position. Si je fais une analogie, je pourrais le comparer au football d'Emery un peu. Donc c'est un plan de jeu qui est hyper élaboré, hyper structuré. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai une question, j'ai une petite question pour Rémi, pour toi. Oui, Est-ce que c'est un entraîneur qui est têtu ou bien c'est un entraîneur qui n'hésite pas à changer dès que ça va mal? Voilà, je me rappelle plus trop de comment il était à Porto et à Tottenham, mais j'ai le souvenir quand même d'un entraîneur assez têtu qui insiste sur ses idées, quoi. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est un entraîneur qui se base extrêmement sur sa philosophie et qui n'en démord pas. Donc à partir de là, c'est vraiment sa philosophie de jeu qui prime avant tout. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper structuré. C'est hyper structuré. Il y a un gros travail qui se met en place avec, mais aussi sans ballon. Avec ballon, ce qu'on peut en retenir, ce qu'on peut retenir de son année à Porto, ce que je peux mettre en exergue, c'est qu'il y avait une recherche permanente en fait de protagonisme dès la récupération du ballon. Dans la transition défense-attaque, son but c'était d'exploiter au mieux les transitions défense-attaque le plus rapidement possible, et il laissait le trident de devant, que ce soit Hulk, Falcao, ou Varela ou Rames, ils bénéficiaient d'une liberté qui leur permettait d'être super à l'aise sur le terrain. Donc c'était un peu parce qu'il faut savoir que AVB de par sa philosophie, a vachement été influencé par la grande sélection hollandaise des années 70. Donc c'était un peu, de ce point de vue-là, c'était un peu total football offensivement. Après également, comme je l'ai dit avec ballon, il exploite tous les couloirs. C'est un jeu qui est pas vraiment stéréotypé, mais après ça nécessite des profils particuliers. Dans son milieu de terrain à 3, il y avait des profils particuliers. Il y avait João Moutinho qui était décisif, qui avait un impact dans le dernier tiers du terrain. Un milieu plus reculé qui devait être à la base des circuits préférentiels de passe, qui était Fernando. Et tu avais Guarín qui faisait l'intermédiaire, qui avait un gros volume de jeu et qui était très complémentaire avec les deux autres milieux de terrain. Et après, sans ballon, ça se matérialisait surtout par un pressing hyper haut. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à revoir la demi-finale de l'Europa League contre Villarreal. C'est incroyable. Ouais. Le parfait reflet de ce pressing-là. Et après, également, ce qui était vraiment impressionnant dans ce FC Porto-là, c'est qu'ils avaient une capacité à gérer le pressing. N'importe quel joueur savait quand le faire et dans quelle zone. Et à ce moment-là, quand on cherche constamment à annuler les premières relances adverses en s'installant dans le camp adverse, on récupère des ballons dans des zones plus hautes. Et après, ça convenait à Hulk, Varela ou encore Rames, qui bénéficiaient de situations de 1 contre 1 très intéressantes. Et c'était une arme vraiment mortifère pour le FC Porto d'AVB. Voilà, en soi,
je pense que ça, c'est les principales caractéristiques du modèle tactique de Villas-Boas sous le prisme Porto 2010-2011, bien évidemment. Mais là, en fait, quand je t'entends parler, donc tu nous parles de Falcao, tu nous parles d'Hulk, tu nous parles de Guarin, Moutinho, des grands joueurs, vraiment des gros joueurs. Et est-ce que tu n'as pas peur justement qu'à l'OM, il n'y ait pas ces joueurs-là et que, avec donc la contrainte du fair play financier, il ne dispose pas de joueurs suffisamment talentueux, que ce soit au niveau du foot et au niveau du QI foot, pour justement imposer ce style de jeu? Je suis sceptique vis-à-vis de la matière que va donner l'OM à Villas-Boas, dans le sens où est-ce que sur le mercato, ils vont être vraiment protagonistes, ils vont vraiment débloquer des fonds pour qu'il aille chercher des profils spécifiques qui lui sont chers. Ça, j'en doute, au regard de ce qui s'est fait dernièrement, notamment avec Balotelli et Strootman. Je pense plus à Strootman parce que Balotelli, le contrat va se terminer. Je pense pas qu'il va continuer à l'OM, mais Strootman coûte un argent monstre à l'OM. Et on sait tous qu'il il a eu une blessure et que physiquement, la Roma, s'ils l'ont lâché, c'est qu'il savait très bien qu'il ne pouvait plus réitérer les performances d'antan. Du coup, je suis un peu sceptique là-dessus, mais après, à voir. Je ne peux pas affirmer. Juste, Rémi, quand Strootman il part de la Roma, ils viennent de sortir le Barça. Il est titulaire indiscutable sur l'épopée de la Ligue des Champions. C'est un élément fort de la Roma au moment où il part. C'est un gros coup que réalise l'OM. Il y a l'épopée en Ligue des Champions, c'est vrai, mais c'est de la poudre aux yeux, dans le sens où... je pense que c'était pas de la poudre aux yeux, je pense que c'était une bonne idée, tu vois, mais je pense que juste ça a pas pris. Je pense pas, en fait, parce que la Roma, nécessairement, je les vois pas lâcher un cadre comme était Strootman sans... comment dire, je pense que Rudy Garcia a toujours visé des joueurs qu'il connaissait. Il a jamais... malheureusement, et il a cru qu'il allait avoir le Strootman qu'il a eu à la Roma. Et c'était exactement. pas... Garcia, il a capitalisé sur un profil Strootman qui n'était plus d'actualité, en fait, parce que... Non, il a régressé. Il y a eu un Strootman... Il a eu de sacrés pépins physiques et du coup, il est incroyable, je crois qu'ils l'ont payé. 25 millions d'euros, c'est le plus gros salaire du club et on l'a vu cette année. Il est passé complètement à côté de sa saison. Ouais, cette année, ouais, totalement. Et c'est là que tu t'aperçois que finalement, ça s'est avéré être une très mauvaise affaire pour l'OM. Donc voilà, après, c'est des erreurs de casting qui peuvent coûter cher. Pour en revenir à Villas-Boas, il va falloir... oui, je pense que l'OM va devoir lui donner des moyens. Après, je pense qu'il n'a pas accepté le projet sans des certitudes. Il a dû demander... Je sais pas. Bah, tu vois, moi, je pense que c'est tellement un entraîneur qui avait soif, qui avait faim de banc, qui en fait, je pense qu'il aurait été prêt à tout accepter. Non, je peux me tromper, mais... Non, justement, c'était le contraire. C'est ce qu'il a dit. Je pense que sans coup, il n'aurait pas accepté un projet. Je pense qu'on a dû lui... Il doit avoir des certitudes. On a dû lui promettre certains joueurs, enfin un budget et des joueurs qu'il pourra éventuellement ramener. C'est le choix du directeur sportif. Il est pas. Clairement. C'est Zoubi, hein. C'est Zoubi qui valide Villas-Boas, donc c'est son choix. Donc je pense qu'ils vont travailler ensemble. Déjà, ça va être une bonne chose parce que Rudy Garcia et Zoubi, ça s'entendait pas très bien si j'ai bien compris. Donc moi, de ce que j'ai lu dans la presse aujourd'hui, j'ai vu qu'apparemment, ce serait pas vraiment le premier choix de Zoubi, même s'il l'a pas écarté. Ce serait plus le choix de Jacques-Henri. Non, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression que c'est le choix du président, c'était Laurent Blanc, et le choix du directeur sportif, c'était Villas-Boas. Non, justement, Zoubi, déjà quand il était au Barça, il le voulait. Ouais. C'est important le truc, il le voulait déjà. L'interview que Villas-Boas donne il y a 2 jours, où il dit qu'il s'entend très bien avec Zoubi, ça fait... On comprend par là que... il s'entend très bien. Dans tous les cas, il doit y avoir une osmose entre le directeur sportif et l'entraîneur. Oui, on le voit au PSG, ça marche. On le voit au PSG, si le directeur sportif et l'entraîneur ne communiquent pas, ça peut poser des problèmes. Ça fait pas bon ménage. Ouais, ça fait souvent pas bon ménage. D'ailleurs, Louis, toi qui, je sais que tu aimes bien l'OM, que tu portes un peu l'OM dans ton cœur malgré que tu sois totalement supporter de Porto, j'aimerais que tu me parles, que tu me dises si la personnalité de André Villas-Boas correspond du coup au contexte marseillais. Alors, dans un premier temps, j'aimerais te dire que oui, mais je suis mitigé. Donc, j'essaie de peser un peu le pour et le contre. Et j'essaye de voir d'abord, dans un premier temps, avec le profil de Villas-Boas. C'est-à-dire que c'est un profil de la haute société portugaise.
il est descendant de vicomte, un titre qui a été créé au Portugal dans les années 1700. Il devait faire une fac de lettres, il l'a pas faite après. C'était quelqu'un avec des très bonnes notes à l'école, un intellectuel, c'était totalement un intellectuel. Et donc à partir de ce moment-là, on pourrait penser que il n'est pas dans le côté populaire ou le côté grinta qu'on a comme image de l'Olympique de Marseille. Mais à contrario, je me dis que c'est possible parce qu'en vrai, le club, l'Olympique de Marseille, ça ressemble un peu au FC Porto. Si on regarde bien, c'est un peu les deux clubs qui se battent contre la capitale dans leur pays. Ils sont un peu dans le même mood, dans le même esprit. Tu sens que les supporters, ils sont un peu ressemblants. Je pense notamment au mouvement ultra, qui sont assez élargis et ils sont très nombreux. Après, Villas-Boas, c'est quelqu'un qui adore ça. Lui-même a fait partie de la brigade ultra des Super Dragons à Porto pendant des années. Il le montre encore, il en montre encore des photos, des écharpes, etc. Donc je me dis d'un côté oui, d'un côté que non, mais le bilan que j'aimerais avoir, du moins la conclusion, je pense que ça peut coller. Mais je reviens à ce que disait Philippe. Je pense vraiment qu'il faut lui donner des moyens parce que c'est un monsieur, si on va pas dans son sens, il s'en va très vite. Hein. Oui, ça peut vite casser, mais ouais, je rejoins Luch sur ça. À Marseille, on l'a vu avec Bielsa, dès que l'entraîneur propose des idées qui plaisent, du beau football, il est tout de suite très bien accueilli par les supporters. Donc je pense que si Villas-Boas arrive à implanter ses idées au sein de l'effectif, je pense que ça peut marcher, ça peut marcher. La mayonnaise peut prendre totalement. Moi, je pense que ça peut le faire. Après, c'est un entraîneur très calme. Hein. Le seul point négatif dans tout ça, ce serait les médias ici à ouais. Après, on connaît les médias français. Les médias français. Par contre, si la relation, on sait très bien qu'à l'OM, la relation supporter-dirigeant, elle est très très proche. Si il arrive entre guillemets à se mettre les supporters de l'Olympique de Marseille dans sa poche, ça peut faire très mal parce qu'en plus il va jouer sur le bon discours, il va tout le temps parler de l'ambiance, etc., et en fait la symbiose elle peut grave prendre. Après c'est un entraîneur qui a souvent entraîné des grands clubs, hein. Il a fait Porto, beaucoup de pression à Porto, surtout dans le contexte où il arrive, où on vient de perdre le titre pour le rival. Il commence son premier match avec le FC Porto, c'est un classico. Chelsea, bon, ça se passe mal. Mais ces trois premières grosses expériences, c'est des gros clubs avec beaucoup de pression. Donc je pense que la pression, il s'est géré. Donc vraiment, il me plaît bien ce choix. Et est-ce que vous pensez que André Villas-Boas peut faire venir des joueurs portugais à l'OM? On sait qu'il est très proche de Jorge Mendes. D'ailleurs, je crois que c'est son agent. Portugais. Ouais. Je crois que Jorge Mendes est son agent et je pense même et j'en suis sûr que Jorge Mendes va tenter de s'implanter à l'OM. Donc il est possible que des joueurs de portugais viennent à l'OM du coup. Villas-Boas, son agent c'est pas Mendes, mais je sais pas je pourrais même pas te dire s'il a des liens avec Jorge Mendes, je sais pas. Mais des joueurs portugais, je sais pas. Moi je pense que je suis convaincu que le mercato il va être à son goût. Oui, Du moins, c'est lui qui va donner ses idées, qui va donner des idées directrices vers où aller, vers quelle piste aller. Et je pense qu'on va se rapprocher des joueurs portugais ou du moins qui parlent portugais. Je pense qu'ils vont travailler conjointement avec Zubizarreta sur des profils spécifiques. Ils vont travailler main dans la main. Les jeunes, il aime bien travailler avec les jeunes. À Porto, il avait un groupe assez jeune. Il a intégré. Rames Rodriguez arrive l'année de l'arrivée de Villas-Boas. Je pense des joueurs portugais, pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit sa priorité. Moi, je sais que c'est. Vas-y, Rémi, mais je pense qu'on va avoir 2-3 rumeurs sur. J'ai vu que ça parlait de Yacine Brahimi à l'OM. Yacine Brahimi, ce serait un sacré coup. Gratuit, ce serait gratuit avec tout ce que ça englobe. De transfert et puis. Lui-même, il rentrerait tellement dans. Qui collerait parfaitement à l'identité du club, de l'institution. Tout à fait d'accord avec Rémi. Après, les gens ont une mauvaise image de lui. Enfin, ils sont restés en fait sur la saison de Chelsea et de Tottenham. Oui, voilà,
voilà, ils sont restés. Enfin, il faut remettre les choses dans son contexte. Il arrive à Chelsea, il a quoi? Il a 34 ans. Enfin, c'est jeune. Il a 40, Voilà, il a 41 ans. Hein. Mais il a déjà beaucoup d'expérience. Avec tous ses clubs, il a joué des compétitions européennes. Bon, sa dernière expérience en Asie. Ouais, mais moi, surtout, j'oublie pas qu'à Chelsea, quand il arrive, fin août, même fin septembre, il est sur le podium, quoi. Tout le monde en parle. Bon, Enfin, tout le monde est content. Après, à l'heure des charges, on peut expliquer le scepticisme du fait de son parcours, en fait, parce que ouais, il a régressé. Même dans son discours, ça n'a jamais été un entraîneur qui a prôné la continuité, la longévité. Il a toujours dit que d'ici 5-6 ans, il arrêterait d'entraîner. Il est parti en Russie, puis en Chine, puis il a arrêté pour faire le Dakar. Enfin, c'est vrai que son parcours peut les. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'est jamais resté plus de 2 ans dans un club. Après, le foot, c'est pas sa vie. L'OM essaye de créer un projet. Bah, il y a eu le Champions Project. Ça n'a pas du tout marché. Là, je ne sais pas s'il compte créer un projet autour de Villas-Boas. Il n'a jamais fait plus de 2 ans dans un club. Ouais, c'est ça. Mais comme l'a dit Louis, le foot, c'est pas sa vie, c'est pas sa passion première en fait. Et c'est ça qui fait peur. Ouais, non. Et Je suis pas sûr qu'il fasse encore beaucoup d'années en tant qu'entraîneur. Mais je sais pas en fait, parce qu'il tenait ce discours, en fait, il tenait ce discours avant le Qatar. Là, j'ai l'impression qu'il revient vraiment en force car il a faim de banc. Il a faim de prouver comme quoi il va de retour. Il va voir prouver que. Il a toujours dit qu'il avait des envies exotiques du style entraîner au Japon, entraîner en Amérique du Sud. Du coup, forcément, dans un projet OM, tu peux venir à douter de sa longévité au sein du club. Après, c'est quelqu'un qui a soif d'apprentissage. Il adore ça en fait. Ça a tout le temps été comme ça, toute sa carrière et même quand il était plus jeune. Et donc du coup, même avec les petites anecdotes qu'on pouvait avoir avec Robson, etc. Quand il était jeune, c'est quelqu'un qui était toujours dans le paraître, dans la soif d'apprendre. Donc du coup, le projet OM, ça s'est dit, c'est peut-être quelque chose de différent. Ouais. Comme on l'a dit, il allait dans les championnats exotiques pour avoir un certain œil et une certaine vision qu'il ne pouvait pas avoir dans les championnats occidentaux. Voilà, on peut comprendre que c'est complet, mais on peut comprendre aussi le scepticisme de ces années au top, du moins avec les gros clubs ratés. Ok, donc on va conclure sur ça. Est-ce que vous avez... on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Par exemple, Rémi, tu as un petit dernier truc à rajouter? Pas spécialement, mais comme l'a dit Louis, moi je doute un peu de sa stabilité, de la longévité du projet avec l'OM. Après, j'espère que ça va marcher, j'espère vraiment, parce que j'ai un grand respect pour cet homme, surtout pour ce qu'il a fait au FC Porto, même si je pense qu'un projet sur la longévité pourrait s'inscrire réellement à Porto, mais je ne le vois pas réellement s'inscrire dans un projet à long terme en France. Mais bon, on verra, j'espère qu'il réussira et qu'il fera taire certains détraqueurs qui commencent déjà... Tu espères ou tu penses qu'il réussira à être sceptique. J'espère. Je pense qu'on peut pas le savoir. J'espère vraiment qu'il va réussir avec l'OM, ça me ferait plaisir, parce qu'on sait tous que c'est un entraîneur qui a des qualités et qui a été décrié peut-être, à mon sens, injustement. Du coup, ouais, j'espère fortement qu'il réussira. Ouais, surtout pour les détracteurs. Enfin, il s'est fait déjà attaquer, il vient d'arriver. Je comprends pas trop. Après, c'est les médias français, on est un peu habitué avec la presse. En fait, c'est paradoxal parce que d'un côté, tu as les supporters de Lyon qui acclament la venue du duo Silvinho-Juninho sans en avoir vu la couleur. Et de l'autre, t'as les supporters certains supporters marseillais qui critiquent déjà Villas-Boas sans en avoir vu la couleur. Donc du coup, c'est les extrêmes et puis c'est dommage vraiment. Voilà. Mais impatient de voir Villas-Boas à l'OM. Impatient et je pense que nous trois on aimerait qu'il réussisse quand même. Oui. Donc on va conclure sur ça. J'espère que ça permettra aux supporters de Marseille d'avoir un avis plus clair sur cet entraîneur. Et donc voilà. Merci les gars d'avoir pris de votre temps de nous expliquer. Merci à toi Alex et j'espère que on a éclairci quelques points aux supporters marseillais. Ok, merci les gars et à la prochaine. Merci, bonne soirée Alex.